Je te laisse te présenter. Avec plaisir, merci Isabelle. Alors, je suis Emmanuelle Servet, je suis CMO auprès d'un éditeur de logiciels français dans le monde des SIRH de l'intérim, donc très spécifique, qui s'appelle Direct Skills. Et je suis marketeuse depuis quelques années maintenant, et donc adepte de beaucoup de pratiques. Et moi, je suis Isabelle Defay, je suis responsable commerciale de l'agence Winbound, qui a le plaisir d'organiser avec MV Group cet événement et tous les partenaires aujourd'hui. Merci d'être tous présents. Et d'ailleurs, Emmanuel, je dois te dire que depuis ce matin, il y a plein de personnes qui me posent des questions par rapport à cette conférence. Oui. Et notamment, je ne les citerai pas, mais des personnes qui sont présentes dans la salle qui me disent « Mais c'est quoi cette histoire? C'est quoi ce sujet de dire qu'il faut arrêter l'ABM ?» Ils sont surpris? Mais oui, ils sont surpris. Bah, écoute, heureusement qu'ils sont présents. Du coup, moi, j'ai envie de te dire que c'est vraiment le sujet du moment. D'accord. Il faut vraiment, vraiment, vraiment arrêter cette pratique-là. D'ailleurs, je ne comprends pas qu'on soit dans une salle limitée à 40 personnes pour le dire. Ok. Je pense qu'on aurait dû être dans la nef. Voilà. Mais peut-être, oui, soit c'est confidentiel, et j'espère que vous le répondrez ensuite, soit, effectivement, il fallait le dire en anglais. Donc, yes, we need to stop. Things, you know. OK, so now stop. Okay. Peut-être que c'est une question de langue. Donc, en gros, il faut arrêter l'ABM. Donc, en fait, vous êtes venu voir une conférence sur l'ABM pour arrêter l'ABM. On est bien d'accord? On est d'accord, on arrête l'ABM. C'est la promesse de cet atelier. Okay. On est tout à fait d'accord avec ça. Mais on parle de quoi quand on parle d'ABM, du coup? Oh bah tu sais, on peut parler de plein de choses. C'est le problème, c'est que tout le monde va avoir une définition bien à elle de l'ABM. Je suis sûre que si on posait la question là dans la salle, tout le monde aurait sa propre définition. Okay. En tout cas, moi j'en ai quelques-unes en tête. Je les ai mis un petit peu sur ces slides. Tu vois, tu vas voir ça tout de suite. Ah oui. Non. Donc ça c'est de l'ABM, ça. Bah oui, c'est de l'ABM. Tu comprends pourquoi il faut arrêter. Je comprends tout. Oui, là, faut arrêter. Mais ça, tu vois. D'accord, atmosphérique black metal. Ok, donc ça c'est ABM, effectivement. Bah, c'est de l'ABM, oui, tu vois. Donc faut arrêter, c'est clair. D'accord. Mais alors attends, si tu veux aller sur des trucs acronymes musique, dans ce cas-là, moi je te sors, je sais pas, All by Myself par exemple, ça fait ABM aussi. Don't wanna be. Oh là, non. Là, si on la lance. Ok. Je vous invite à lire les petites lignes. C'est bon pour tout le monde? Merci. Moi, je verrais, alors si tu veux aller jouer comme ça sur les acronymes, dans ce cas-là, pourquoi pas, je sais pas, adorable bébé marmotte. Ce n'est pas un bébé marmotte. Oui, alors tu fais comme si, s'il te plaît, parce qu'en fait, j'ai pas trouvé le gif qui allait avec, donc tu fais comme si c'était un bébé marmotte. Oui, okay. Comme ça, tout le monde va croire que c'est un bébé marmotte, voilà, que tous les bébés lapins sont des bébés marmottes. Ok, ça, c'est un bébé marmotte. Merci de votre contribution. Non, merci de votre contribution. Bon, allez, en vrai. En vrai, l'ABM, c'est quelque chose qui arrive parfois dans la vie d'un marketeur, évidemment, donc qui arrive surtout dans le monde B2B. D'accord. Et dans ce cas, je peux te dire que quand ça arrive dans le monde B2B, ça finit vraiment par signifier quelque chose comme boring to boring. Voilà. Ok, je te vois venir. D'accord. Donc en fait, c'est l'ABM, c'est ce qui arrive. Attends, c'est pas très logique parce que l'ABM, normalement, c'est pas comme ça que moi je l'imagine. Tu es en train de me dire que l'ABM, c'est ce qui arrive quand le B2B devient boring to boring. Exactement. Quand en fait une entreprise, tu vois, qui croit tout savoir sur elle-même, sur ses produits, etc., se permet en fait d'inonder d'autres entreprises avec cette espèce de prescience de ce qu'ils ont envie d'entendre. Tu vois, c'est ce que j'appelle en fait l'ABM, qui est vraiment, tu me l'accorderas, très boring. Ok. Donc en fait, l'ABM dont tu parles, qu'il faudrait arrêter. C'est celui que tout le monde devrait arrêter. C'est l'absolutely boring marketing. Je t'avais dit qu'on allait faire de l'anglais. Je t'avais dit qu'on allait faire de l'anglais. Je te suis. Oui. Ça y est, tu me suis? Ça y est. Okay. Ça n'a rien à voir avec la marmotte, en fait. Tu peux mettre la marmotte dedans, mais non, je trouve que la marmotte, effectivement, était pleine de bon sens. Donc, non, mais oui, c'est l'absolutely boring marketing, effectivement. Okay. Ça parle à tout le monde, l'absolutely boring marketing? On est d'accord. On est d'accord que c'est pas super intéressant. Donc, du coup, on va faire quoi? Du coup, je te propose de parler de quelque chose qui peut-être est plus intéressant pour notre cible ici. Peut-être une autre définition de l'ABM? Un acronyme? J'ai l'impression que vous ne suivez pas. Ils sont perdus entre les marmottes, Céline Dion. Allez, on va adopter l'account-based marketing, effectivement. Évidemment. Vous pensiez quand même pas que nous deux, on allait arrêter l'ABM, l'account-based marketing, mais non, forcément. Bon, allez, on reprend plus sérieusement.
c'est quoi l'ABM? C'est donc de l'account-based marketing, ça c'est sûr. C'est sûr. Il y a quelqu'un que j'aime beaucoup qui dit que c'est l'art de lier, de créer un lien humain et émotionnel pour faire naître une opportunité commerciale en étant respectueux de son interlocuteur et en lui offrant une expérience unique. L'expérience, c'est un peu ce qu'on a tenté, bon an mal an, de vous proposer dans les minutes qui viennent de s'écouler. C'est quelque chose d'un peu différent, qui vient chercher de l'émotionnel, qui vient chercher du sourire, qui vient chercher quelque chose dont vous allez vous souvenir. Ne nous remerciez pas pour All by Myself et la marmotte. C'est juste de proposer quelque chose d'un peu différent et de créer ce lien qui va rester. C'est un lien qui est un lien souvent que j'appelle lien de permission en fait. Quand on déclenche un programme ABM en général, on y reviendra avec des exemples tout à l'heure, mais en général on entre en relation de façon extrêmement privilégiée avec une personne, un compte, un contact, et en ce faisant, finalement on demande la permission d'être en relation commerciale, marketing et commerciale avec cette personne, avec ce compte. Donc c'est ce que j'appelle moi un marketing de permission très fort. Et je vais citer quelqu'un qui est dans la salle aussi et qui va se reconnaître, qui parle de marketing d'élégance, chose que j'aime beaucoup aussi. Tout à fait. Alors, c'est quoi une campagne ABM? Une campagne ABM, c'est effectivement le fait de concentrer les efforts de ces équipes marketing et de ces équipes de vente, main dans la main, pour capter l'attention des décideurs clés, des comptes stratégiques dont on veut capter effectivement l'attention. Ça, c'est un premier point. C'est un point important parce que c'est vrai que l'ABM, en fait, est surtout pertinent pour les grands comptes, c'est vrai. Donc des comptes en général où on a plusieurs portes d'entrée possibles pour un produit, pour un service, et où donc il est parfois délicat et difficile de savoir comment essayer de pénétrer ce compte, c'est le terme consacré. Donc c'est vrai qu'au plus on a des grands comptes, au plus c'est pertinent effectivement pour avoir un premier contact généré au sein de cette typologie de compte. L'autre point, ça va être de personnaliser l'expérience d'achat de chaque contact clé du compte cible avec un contenu utile, des messages directs, des emails, des vidéos, mais surtout des attentions personnalisées. C'est-à-dire que l'idée, c'est de faire en sorte que la personne se sente unique et que ce qui a été créé vienne chercher quelque chose qui lui est propre, quelque chose qui correspond à une problématique sur laquelle elle s'interroge. On répète, on devance une demande, c'est-à-dire que si on veut comparer à l'inbound marketing, on va mettre à disposition un contenu, quelque chose, et la personne va venir chercher cette réponse. Donc elle est plutôt intentionniste. Là, c'est un peu l'inverse. C'est qu'en fait, on va provoquer l'attention et on va aller capter l'attention de quelqu'un qui, dans un premier temps, n'a pas exprimé cette demande. Donc on est dans une démarche un peu différente. En fait, c'est du push très sur mesure. Donc c'est de l'outbound très haute couture. Très haute couture. On parle aussi d'orfèvrerie. C'est ça. Le but ultime, forcément, c'est qu'ils deviennent ou qu'ils restent clients, parce qu'on va voir que ça peut aussi travailler sur de la fidélisation. On est en acquisition et aussi en fidélisation, ou d'autres aspects qu'on va pouvoir détailler. Donc ça, qu'est-ce que c'est qu'une campagne ABM? L'idée, c'est effectivement d'aller chercher ces comptes. On est sur des comptes stratégiques, des comptes clés, pas évident à aller chercher. Donc on va creuser un peu sur des campagnes différenciantes, sur des contenus qui sortent un peu de l'ordinaire. Pourquoi est-ce qu'on lance une campagne ABM? Pour toutes les raisons que tu as citées déjà. On a déjà parlé des clients, on a parlé des prospects. Donc le cas d'usage le plus évident, c'est quand on cherche justement, je le disais tout à l'heure, à pénétrer un grand compte, qu'on a essayé différentes méthodes et on se rend compte qu'on n'est pas, on n'y arrive pas. La meilleure façon, si vous voulez par exemple atteindre des comptes, des C-level dans un grand compte, il est évident que l'envoi d'un email peut-être simplement ne va pas suffire. Il faut vraiment capter d'abord l'attention, vraiment susciter un premier signe d'intérêt avec un teasing, on verra des exemples tout à l'heure, mais avec quoi que ce soit qui permette effectivement de capter cette attention, et ensuite vous pouvez rentrer dans une démarche d'information. Donc il y a d'abord la captation d'attention et ensuite la démarche d'échange d'informations si évidemment la personne que vous avez cherché à capter répond à votre sollicitation. Pour ça demande, cette pénétration de compte, ça demande évidemment une connaissance extrêmement fine du compte. Quand on démarre une stratégie ABM, il y a un travail, en fait, tu en parles peut-être plus tard Isabelle, mais il y a un travail très, très proche entre les équipes commerciales et les équipes marketing pour aller identifier justement quels sont les contacts clés au sein de ce compte que l'on veut absolument atteindre.
et également, effectivement, quelle est l'actualité spécifique de ce compte pour que l'on puisse avoir du contenu pertinent. On reviendra. Je suis désolée, j'ai pas voulu. Souci. Non, c'est effectivement dans la suite logique. Alors, on adore les acronymes. Vous l'avez vu, on a joué avec l'acronyme de l'ABM. On a un acronyme qui est un peu différent de ce qu'on côtoie en inbound. On parle d'ICP en ABM. Ça veut dire qu'on va définir le client idéal. Mais là où en inbound, on va parler de persona, donc on s'adresse à l'acheteur lui-même, le contact. Quand on parle d'ICP, on est sur l'entreprise. Quelles pourraient être les entreprises types qui pourraient être mes clients ? Et ensuite, on va redescendre au niveau du contact. Donc, c'est important de définir ce qu'on appelle donc, cet ICP pour pouvoir ensuite, à partir de ce portrait robot de l'entreprise, aller chercher les comptes stratégiques. Soit ceux qui sont déjà dans une base existante, qui ont déjà montré un intérêt, mais sur lesquels on n'a pas avancé commercialement, soit de se donner le défi d'aller capter un certain nombre de comptes qui correspondent à ces critères-là. Ça suppose aussi de parler de data. Ça, c'est sûr. Vas-y, je suis repris. La data, alors on a mis plein de data parce qu'effectivement, la data, c'est un peu l'or noir dont on a besoin au sens large. C'est-à-dire que quand on veut aller chercher effectivement des comptes stratégiques, on ne peut pas partir comme ça, nez au vent, à se dire il n'y a pas de souci, ils vont forcément nous attendre. Donc il faut se doter d'éléments. Ça veut dire mapper les comptes. Mapper les comptes, c'est qui sont les décideurs au sein de ce compte, qu'est-ce que je peux savoir d'eux, quel est leur niveau de décision. Quel est le cercle de décision ? On est souvent sur des comptes dont le cycle de vente va être long, dont beaucoup de personnes sont liées à cette prise de décision. Donc, on est obligé de travailler sur énormément de personnes qui peuvent entrer en ligne de compte. Et puis, de faire le tour aussi sur les informations qui sont présentes. Alors, on parle du CRM, mais ça peut être aussi en interne dans l'entreprise. On va se rendre compte parfois, quand on fait cet exercice, que l'information, elle existe au sein de l'entreprise. Elle n'est juste pas centralisée. Et en fait, on a déjà, on est presque assis un peu sur une mine d'or en termes d'information. Donc, de faire le tour de tout ce dont on a à disposition avant d'aller capter l'attention de ces comptes. Définir les personas, bien évidemment, pour comprendre le parcours de décision. Quelles sont les étapes qui vont se rencontrer lorsqu'on va être face à des décisions d'achat dans ces grands comptes. Et puis de ne pas oublier un cercle un peu plus élargi que le décideur ou l'acheteur, qui sont ce qu'on appelle les prescripteurs, voire les détracteurs. On va se rendre compte, par exemple, que parfois, une vente va capoter parce qu'il y a un détracteur au sein du compte qu'on n'avait pas identifié, qu'on a mis de côté, qu'on n'a pas adressé, et ça a cassé la vente. Oui, ça c'est vraiment fondamental. C'est ce qu'on fait nous dans des Power Maps, donc au sein du plan de compte. C'est vraiment identifier à la fois les champions, qui vont être évidemment hyper intéressants à travailler, mais aussi les détracteurs. Et c'est d'autant plus vrai que on n'a pas été au bout du slide précédent où on disait qu'effectivement l'ABM était pertinent pour rentrer au sein de nouveaux comptes, pour gagner des nouveaux comptes, mais aussi, bien sûr, pour croître sur un compte existant. Et dans ce cas-là, effectivement, on a une connaissance plus fine des décideurs et on a cette possibilité de savoir effectivement qui sont les potentiels détracteurs. Et il faut absolument travailler avec autant d'assiduité sur la façon dont on peut modifier, en tout cas, ou influer ces personnes-là pour qu'on puisse continuer à croître en fait, dans ce compte, faire de l'upsell, faire du cross-sell, ouvrir des filiales. Encore une fois, en général, on s'adresse à des grands comptes, donc il s'agit de pouvoir foisonner ensuite dans le compte. Et donc la Power Map, pour ça, elle est très précieuse. C'est ça. Donc si on veut cheminer logiquement, on a effectivement défini le profil type d'entreprise qu'on peut adresser. On a fait une liste de comptes et de contacts qui sont intéressants. Mais ça n'est qu'une partie du chemin. C'est-à-dire, je sais à qui je dois parler, mais de quoi je dois parler ? Comment je dois parler ? Sur quel canal je dois parler ? Qu'est-ce qui va faire mouche ? Donc ça, c'est l'étape de définition des axes de communication. Et c'est primordial parce que c'est ça qui va nous permettre de créer une campagne qui va tenir la route sur le long terme. On le redit, on est obligé de rester à l'esprit sur un cycle de décision souvent long. Donc on doit pouvoir créer à chaque fois l'attention, la capter, faire en sorte qu'on offre une expérience différenciante, unique, sur laquelle on va pouvoir tirer son épingle du jeu. Et on le précise à la fin, mais finalement, c'est presque quand même l'élément primordial pour s'assurer que ça performe. C'est les éléments de mesure de performance. Ah oui, ça c'est sûr, c'est clé. Comme tu viens de le dire, Isabelle, effectivement, l'ABM, c'est un process assez long.
En général, c'est de la vente complexe et c'est la vente complexe auprès de grands comptes. Donc, on est sur des cycles de vente qui vont être très, très longs. Entre le moment où on décide dans une entreprise de faire de l'ABM, le moment où l'ABM commence à être mis en pratique et le moment où on commence à pouvoir mesurer les résultats, il se passe facilement, dans le meilleur des cas, 18 mois. C'est souvent très très long. On a 6 mois de construction en fait, de connaissance du compte, des indicateurs qu'on a cités tout à l'heure, c'est-à-dire des personas, de l'actualité du compte, etc. On va ensuite commencer à lancer un certain nombre de campagnes, comme on disait, de considération. Et ces campagnes en fait, vont commencer à porter du retour au bout de probablement un an. Donc les KPIs à mettre en place, évidemment le KPI ultime, c'est le nombre le nouveau business, le chiffre d'affaires, ou selon les indicateurs business que vous suivez dans votre entreprise, ça va être évidemment celui-là, mais pas que. Il faut pouvoir, par exemple, avoir des indicateurs étapes qui sont le nombre de contacts identifiés dans un compte, par exemple, qui va être le panier moyen. Le panier moyen, normalement, si vous faites de l'ABM auprès d'un compte, le panier moyen a vocation à croître. Il y a également le cycle de vente. Si vous comparez en fait la vente d'une offre ou d'un produit sur un compte versus un compte sur lequel vous faites de l'ABM, normalement le cycle de vente sur le compte sur lequel vous faites de l'ABM est raccourci parce que vous êtes allé effectivement vous intéresser plus directement aux problématiques du client et vous avez choisi les bons personas pour faire avancer votre projet. Donc il y a tout un tas d'indicateurs intermédiaires avant la vente qui vont permettre en fait de se dire que l'ABM, enfin montrer que l'ABM effectivement est un investissement qui est raisonnable. C'est aussi un élément important. On est sur des programmes d'envergure la plupart du temps et on passe parfois par des étapes de POC. Qui dit POC dit nécessité de valider que le POC performe ou pas. Donc il ne faut jamais passer à côté de cette étape d'éléments de mesure parce que c'est ça qui va permettre de déterminer si on poursuit ou pas l'aventure. Si tout ça est coché, c'est le bon moment pour y aller. C'est là où on rechante, non? Non, on ne rechante pas, Emmanuel. Alors, c'est quoi les différents types de campagnes qui existent? Alors, écoute, ça va résonner à tous les marketeurs qui sont dans cette pièce, parce que ce n'est pas nouveau comme acronyme, mais c'est nouveau pour l'ABM. On a des campagnes one-to-one, one-to-few, one-to-many. Si je dois prendre juste le premier exemple de la campagne one-to-one, c'est vraiment, on monte un programme marketing qui est dédié à un compte et un seul compte. Tout ce qui va être dans cette campagne marketing au sens large, au sens 360, que ce soit les contenus, que ce soit, je ne sais pas, l'événementiel par exemple, que ce soit les goodies parce qu'il va y en avoir, que ce soit le parcours, l'expérience de parcours d'acquisition, tout va être dédié en fait à ce compte-là. Il est évident que des campagnes one-to-one, on ne peut en avoir que très très peu au sein d'une entreprise et d'une structure. Quand on démarre l'ABM, moi, je conseille fortement de ne pas aller au-delà, en tout cas, d'1 à 2 campagnes one-to-one en essai. Et quand ça marche, quand on peut répliquer, en général, si on tourne à 10 comptes sur lesquels on a des campagnes one-to-one, c'est qu'on est déjà bien staffé et qu'on a déjà pas mal de ressources pour le faire. C'est ça, c'est généralement les chiffres qu'on observe, c'est quand on est en one-to-one, on est vraiment sur, on parlait d'orfèvrerie tout à l'heure, c'est presque ça, c'est-à-dire qu'on connaît sur le bout des ongles l'ensemble des décideurs d'un compte, on a énormément d'informations sur le business, etc. Donc on est sur un volume qui n'excède pas effectivement 10 comptes dans ce type de campagne. Quand on est en one-to-few, quand on est en one-to-few, eh bien, écoute, ça c'est presque auto-parlant. Donc, on va faire un programme pour quelques entreprises à la fois. Moi, j'ai tendance à dire, mais c'est ma définition, donc surtout, il y en a plusieurs possibles, c'est qu'on s'adresse dans ce cas-là à une verticale qui est particulièrement pertinente pour nous. Et on se dit, bon, voilà, par exemple, l'industrie, on va choisir les quelques comptes clés dans l'industrie vers lesquels on va pouvoir pousser quand même un cœur de message qui est quand même similaire. Et ça permet, heureusement, quand même de mutualiser un tout petit peu les efforts de production de contenu qui sont énormes que l'on fait quand on fait de l'ABM. Parce que c'est vrai qu'on a, je ne sais pas si on a beaucoup parlé de contenu, mais évidemment, comme tout le reste des stratégies marketing dont on vous parle ici, l'ABM, au-delà d'offrir cette ultra-personnalisation,
nécessite évidemment de pousser une expertise, un contenu qui est extrêmement précis. Donc, une façon de mutualiser un petit peu, c'est par exemple, je ne sais pas si c'est le seul cas d'explication, tu en as peut-être vu d'autres, Isabelle, mais c'est par exemple de s'adresser à quelques entreprises au sein d'un même secteur d'activité. Et donc là, vous pouvez quand même ultra personnaliser vos messages en étant très pertinent, puisque vous parlez du secteur d'activité de l'entreprise. C'est exactement ça. Et il nous reste une approche qui est plutôt là volumique, puisqu'on est sur le one-to-many. Oui. Alors le one-to-many, ça dépend effectivement des différentes, là encore une fois, différents usages. Moi, je l'utilise le one-to-many en fait pour m'adresser aux personas clés de certaines entreprises. Donc là, je fais fi du secteur, je m'adresse plutôt en fait aux différents personas et j'essaye d'avoir des programmes ultra personnalisés en fonction de leur intérêt. Voilà comment je pratique le one-to-many, mais là aussi, il y a d'autres façons de faire. C'est effectivement, on est sur des volumes beaucoup plus denses, on peut être sur des centaines de comptes. On va avoir toujours cette approche personnalisée, on ne fait pas fi de la créativité et de l'imagination, mais on peut aller chercher beaucoup plus de comptes et on va être beaucoup moins ciselé, donc on s'abstrait effectivement d'aller chercher jusqu'au contact clé, jusqu'à des données comportementales, etc. Donc on peut rationaliser beaucoup plus les éléments qui peuvent être communs. Donc ça, c'est pour vous donner un aperçu. On vous montrera des exemples à la suite de ces différentes typologies de campagne. Mais je pense, Isabelle, à la clé en fait, de tout ça, qu'on soit en one-to-one, one-to-few, one-to-many, finalement, le prisme, ce qui change et ce qui est la clé de tout ça, c'est qu'en fait, c'est l'entreprise qui va choisir ses clients, quoi, vraiment. Et ça, tu l'as dit un petit peu au début, évidemment, qu'il fallait segmenter, il fallait choisir, etc. Mais dans la démarche marketing, elle est vraiment, et par rapport à une démarche d'inbound, justement, où en fait, on fait venir à soi, et évidemment, on essaye de capter les entreprises qui nous intéressent, mais c'est sans forcément de garantie. Là, on s'adresse en fait à des entreprises qu'on a choisies et qu'on souhaite avoir comme clients, et qu'on soit dans une démarche en fait one-to-one ou one-to-few, on est vraiment dans cette démarche de dire je vais chercher ce client-là parce que je sais qu'il est pertinent pour moi ou je suis pertinent pour lui. Et donc, on a plus de chances effectivement d'avoir des choses à se dire, à se vendre et à faire ensemble. Exactement. Bon, vous allez nous dire, on le sait, hein, c'est pour ça qu'on l'avait déjà écrit, vous allez nous dire, ok, mais on veut des exemples. On va vous en donner. Alors, tu voulais nous parler par exemple de Robin. Robin, oui, je trouve Robin a une attitude marketing qui était assez intéressante pour ses comptes ABM, puisque alors Robin, en fait, c'est un outil de planification, c'est-à-dire de réservation de salles de réunion, de bureaux, etc. Donc quelque chose qui est assez pragmatique, qui n'est pas tellement compliqué à démontrer, mais qui est peut-être justement d'une simplicité peut-être extrême, qui n'aurait pas forcément fait rêver leurs clients. Donc pour adresser leurs clients cibles, ce qu'ils ont décidé de mettre en place, c'est de faire une campagne sur les réseaux sociaux et de montrer en fait les bureaux de leurs clients. Évidemment, ils ont choisi les bureaux les plus jolis, les plus révélateurs de la façon de travailler aujourd'hui. Et ils ont diffusé ça sur les réseaux avec des résultats. Alors c'est vrai que je ne sais pas par cœur, je ne vois pas tellement forcément bien l'écran. On est à plus 50% de trafic vers le site web et plus 20% de prospects. Et plus 20% de prospects. Donc voilà, plutôt que de dire, la démarche est toujours la même. C'est vrai que vous verrez sur nos slides, on a répété so boring. On pourrait expliquer ce que fait l'outil. On pourrait, dans une campagne, dire voilà, avec notre outil, vous allez pouvoir gérer plus efficacement, avec plus d'agilité, avec moins de retard, la réservation des bureaux de vos collaborateurs ou des salles de réunion. Ça aurait pu être ça. Mais quand on choisit une approche qui est plus disruptive, qui a juste pour intérêt de montrer finalement la réelle valeur ajoutée, qui est un mieux-être au travail ou un travail qui est facilité, qui est plus agréable parce qu'on ne peut plus facilement arriver dans un espace et réserver son bureau, finalement ça transparaît en montrant en fait des bureaux où il fait bon vivre et où le design épuré, etc. a pu faire rêver. Donc voilà un exemple. C'est ça, et dans les diffusions social media, il y avait effectivement une partie qui était payante et qui s'adressait à des comptes spécifiques qui étaient identifiés. Et c'est ce qui a permis effectivement pour Robin de performer en étant sur un souhait de projection. Pour la personne qui était, les comptes qui étaient ciblés, c'est de pouvoir se projeter sur ce que serait demain leur entreprise s'ils utilisaient la solution Robin. Ça. Un autre exemple qu'on voulait vous partager, c'est Euritech, qui là par contre est plutôt dans une approche one-to-one. Euritech, ils sont spécialisés, c'est une plateforme SaaS qui va donner pour les marques de luxe des tendances mode. Donc c'est du prescriptif, pardon.
Et leur volonté, c'était d'aller s'adresser à des comptes extrêmement précis, donc on le redit one-to-one. Et leur accroche s'est faite à partir des données qu'ils étaient capables de collecter. Donc ce qu'ils ont choisi, c'est un compte clé, un produit de cette marque de luxe, et d'aller démontrer par l'exemple ce que leur outil était en capacité de donner comme information. Donc de monter un rapport extrêmement personnalisé avec de la data et d'envoyer ce rapport-là à la CEO et au C-level. Donc ça a fait mouche dans un premier temps, c'était ce qu'on appelle un door opener, donc c'est ce qui a permis d'ouvrir la porte du compte, mais ce n'est pas pour autant que c'était gagné. Donc ensuite, c'était suivi par une séquence de mails et une campagne LinkedIn Ads qui, là, allait travailler sur un volume de personnes toujours au sein de l'entreprise, mais en leur montrant juste un visuel du rapport qui n'était pas téléchargeable. Il fallait remplir un formulaire pour avoir une démo de l'outil. Donc ça, c'est ce qui leur a permis de sortir du lot et de surtout capter l'attention de ce compte ultra clé pour eux. Un autre exemple ? Oui, l'exemple de O2, donc, qui est une entreprise britannique qui propose donc un ensemble de technologies de l'information et notamment des infrastructures en mode cloud. Et qui, je trouve, a une démarche assez, pour le coup, pertinente. Alors, de façon identique, ils ont choisi un premier compte test au départ pour effectuer et ensuite, ils ont répliqué sur 10 autres comptes. Donc, au total, ils ont fait cette démarche-là pour 11 comptes. Et ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont produit en fait un rapport avec, sur la page de couverture de ce rapport, les principaux retours sur investissement du recours à leur solution pour le client. Ça veut dire que c'était ultra documenté. Ça veut dire qu'ils ont dû effectivement se rapprocher du client et savoir exactement quelles étaient leurs dépenses en infrastructure, etc., etc. Ils se sont basés sur des méthodes de calcul qui étaient mises à disposition des clients qui souhaitaient les avoir pour bien prouver que ce n'était pas du tout inventé, mais que c'était extrêmement bien calculé. Et j'ai trouvé ça très malin parce que le fait d'envoyer du coup un rapport print directement à ces différentes... Alors, on n'a pas beaucoup parlé du print, mais c'est vrai que dans les campagnes d'ABM, il y a beaucoup de retours au print, en tout cas à certains endroits, parce que le print est devenu rare. C'est devenu une façon, pour le coup, d'attirer l'attention très forte parce qu'on l'utilise beaucoup moins. Donc là, typiquement, c'était un rapport envoyé print qui avait été imprimé donc, à l'usage exclusif de ce compte et qui montrait donc, les savings, donc les économies que ce client pouvait faire en utilisant les services de O2. Et la démarche héroïste, elle est quand même... je pense que nous tous, marketeurs, on trouve cette démarche extrêmement efficace. Quand on est en capacité, plutôt que de dire « voyez ce que mon outil ou ma solution peut faire », mais plutôt de se mettre directement en face du client et lui dire « voyez ce que l'utilisation de notre outil vous permet de récolter, de récupérer ou d'économiser », c'est forcément très fort comme message. Donc là, en termes de technique d'ABM, c'est à la fois la surprise par le print, le choix de très peu de clients, un énorme travail de consolidation de l'information et de la donnée en amont, mais ensuite un livrable qui, croyez-moi, est loin, enfin, ce ne sera certainement pas jeté à la poubelle et resté sur les bureaux, quelque chose qui a vraiment marqué et qui a permis, vous voyez tous les résultats là, donc on parle effectivement d'un new business à 7 chiffres, d'un pipeline à 7 chiffres et d'un nombre d'opportunités à 3 chiffres, donc c'est quand même assez conséquent les résultats qu'ils ont pu obtenir de cette démarche sur 11 comptes clés seulement. C'est un élément sur lequel on n'a peut-être pas appuyé, mais c'est vrai que quand on est en ABM, on va aller chercher des comptes ambitieux, sur lesquels on sait qu'on va avoir un retour sur investissement généralement élevé parce que c'est des comptes qui vont nous permettre de gagner souvent des dossiers à plusieurs milliers, voire centaines de milliers d'euros pour certains, voire des millions d'euros, voire des années de collaboration. Donc c'est sûr que les moyens qu'on met en œuvre, qu'on déploie pour aller capter ces comptes-là sont à la hauteur des ambitions et des enjeux qui sont posés dans le fait de capter ces comptes-là. Donc quand on dit de concentrer les efforts des équipes marketing et commerciales, oui, ça mobilise du temps, des ressources humaines, des ressources de moyens, des ressources de budget, etc. Mais parce qu'on sait qu'à la clé, on va avoir des comptes extrêmement importants pour l'entreprise. Un tout dernier exemple, et qui est juste pour dire qu'on n'est pas obligé d'aller dans des choses extrêmement démesurées. C'est des choses dont vous avez peut-être entendu parler, qui se sont beaucoup opérées dans le cadre des confinements qu'on a connus. C'est le Lunch and Learn, qui est en fait l'idée de capter l'audience par expérience en proposant, si vous vous inscrivez à un webinar, de recevoir
soit une box, soit un repas directement, parce qu'on fait l'événement pendant l'heure du repas. Et du coup, c'est une expérience un peu inédite. Il y a un côté différent, un peu amusant, et qui permet donc de capter cette attention-là. Donc c'est quelque chose qui peut se faire assez simplement. Ça a beaucoup fonctionné pendant les confinements dans le cadre des personnes qui n'étaient pas dans les bureaux. Mais on s'aperçoit que ça perdure encore aujourd'hui. Donc ça, c'est un petit exemple one to few qui peut aussi faire la donne. Qui est pas mal parce qu'en fait, les gens qui reçoivent du coup, qui se sont inscrits au webinar sont présents. Donc c'est il y a un engagement plus fort, voilà. Le taux de conversion entre les inscriptions et les présents est bien plus élevé parce que le fait d'accepter un panier repas, effectivement, ça engage un petit peu à suivre le webinaire. C'est ça. On a même vu la session où avant le webinaire, vous aviez la préparation parce que c'était un plat, il fallait faire une petite préparation ensemble, faire réchauffer, etc. Donc il y avait la session préparation et puis après, on pouvait suivre le webinaire une fois que c'était prêt. Donc ça peut aussi donner lieu à des choses créatives, différentes. Et c'est ça, en fait, qui nous plaît, nous. Dans l'ABM. Dans l'ABM. Le vrai. Dans l'ABM, le vrai. Juste avant de conclure, l'ABM, en fait, quand on veut être honnête, c'est pas si nouveau. C'est-à-dire que le fait d'aller travailler des comptes clés, de mettre en place des campagnes d'acquisition, etc., c'est pas si nouveau. Si on regarde quelque chose qui avait été proposé par l'ITA SMA, ça date, on le cite en 93, on voit que ça a beaucoup évolué. En fait, ce qui vient aujourd'hui donner encore plus d'éclairage et de réalité à cette approche account-based marketing, c'est surtout l'approche et la puissance des données digitales et de la data. Clairement, le fait de travailler un compte, d'envoyer des choses, etc., ça existait déjà. En revanche, la capacité d'avoir toujours cette approche, on parlait du print, d'avoir cette approche d'envoyer quelque chose physique qu'on ne peut pas mesurer, mais qui est suivi en revanche d'un ensemble de campagnes qui là peuvent être mesurées parce qu'on est capable de voir quel est l'engagement, ce que la personne consomme comme contenu, est-ce qu'elle télécharge quelque chose, est-ce qu'elle s'inscrit à un webinaire, est-ce qu'elle regarde une vidéo, est-ce qu'elle clique sur un lien envoyé dans un email, etc. Tout ça, c'est le digital qui l'a amené et qui permet de compléter toutes les approches qu'on a pu mettre en place auparavant. Tout à fait d'accord. Donc, ce qu'on vous propose, c'est oui d'arrêter l'ABM, mais en fait d'arrêter l'absolutely boring marketing, de surtout laisser libre cours à votre créativité. On a vu qu'on avait des approches qui allaient un peu pousser les murs, allaient penser, sans que ce soit trop bullshit, out of the box, c'est-à-dire de s'autoriser à aller travailler des sujets, des thématiques, une manière d'apporter les choses qui soit un peu différente et de viser surtout le véritable ABM. C'est ça. Que celui-ci, on n'arrêtera pas. Non. Et j'ai envie de dire, au plus vous portez l'entreprise que vous représentez porte une expertise forte, une connotation extrêmement sérieuse, au plus vous pouvez vous permettre peut-être un ton un peu décalé. Et l'ABM permet de faire ça. Et ça marche très très bien parce que derrière chacun des personas, on parle beaucoup des personas, derrière chacun des personas que nous visons par nos actions marketing se trouvent des personnes. Et ces personnes-là, elles réagissent comme vous et moi, à l'humour, à l'attention, à l'émotionnel. Et donc l'ABM vous permet de surfer sur ces tendances-là. Donc n'hésitez surtout pas. C'est exactement le propos que j'avais avec quelqu'un au déjeuner qui me dit « Oui, mais moi, tu sais, je m'adresse quand même… » Alors, je ne citerai pas le métier pour ne froisser personne, pas courir le risque. Je m'adresse quand même à des métiers, ce n'est pas des rigolos. Oui, mais derrière ces gens-là, c'est des humains qui peuvent avoir des moments où ils se marrent aussi, où ils adorent des choses très simples. Et il faut aller aussi chercher ça, créer de l'attention, créer de l'émotion. Et le business viendra en conséquence de tout ça. On vous le souhaite. Est-ce que vous avez des questions par rapport à tout ce que vous avez vu? Une question, me dit Anne. Déjà, merci beaucoup et merci pour les illustrations concrètes parce qu'en fait, on n'a pas tellement d'exemples. On sait ce que c'est le account-based, mais par exemple, les Lunchbox, Lunch and Learn, tout ça, je ne connaissais pas. On a bien vu les opportunités, mais on est tous là parce qu'on s'est dit stop à l'ABM. Pourquoi est-ce que c'est fini l'ABM? Est-ce que vous pouvez vous faire un peu les avocats du diable et nous dire, on voit les opportunités maintenant, mais ce serait quoi les menaces pour l'ABM en fait? Qu'est-ce qui ferait que potentiellement dans le futur, ce soit un peu laissé pour compte? Ou est-ce qu'il y a des campagnes aussi qui foirent, qui ne marchent pas pour certaines boîtes éventuellement? Je vais prendre j'ai un petit élément de réponse, mais qui ne répondra pas entièrement, donc ça je te laisse réfléchir.
Oui, alors on peut se faire l'avocat du diable, évidemment. L'ABM, comme je le disais, je crois, tout à l'heure, n'est peut-être pas fait pour toutes les entreprises. Je ne pense pas que ce soit pertinent, constructif et rentable d'aller mettre en place une stratégie ABM pour une petite PME et un petit panier moyen, par exemple. Donc voilà, l'ABM déjà n'est, à mon avis, efficace que si on s'adresse à une certaine typologie de comptes, donc plutôt des grands comptes, et à multi-portes d'entrée, comme on disait tout à l'heure. Donc ça ne peut pas marcher pour tout. Donc ça, c'est la première chose. C'est déjà, c'est pas un outil qui fonctionne pour toutes les cibles et toutes les typologies d'entreprises. Après, si vraiment je devais pousser le bouchon très très loin, si tout le monde se mettait à faire de l'ABM en même temps, et donc par exemple la cible clé, je prends quelqu'un au hasard, une direction achat dans un grand groupe, se mettait à recevoir de l'un une box pour faire un cocktail pour célébrer les futurs succès ensemble, de l'autre une boîte en chocolat en disant nous allons gagner, nous allons réussir, ça finirait probablement par lasser. C'est sûr, tous les modèles ont cette fin-là potentielle, si vraiment il y avait une surutilisation de ce... Mais vraiment, Isabelle le montrait tout à l'heure, c'est quand même une pratique qui existe et qui existe aux États-Unis depuis beaucoup plus longtemps qu'en France, qui n'a vraiment pas encore montré ni tout son potentiel, ni encore moins ses limites. Donc je pense qu'on en est loin. Mais évidemment, si on arrivait à faire de l'ABM à tout va, on retomberait, j'imagine que c'est le travers, dans une technique marketing vue et trop vue et qui lasserait sa cible. Et effectivement, je crois que c'est un cas gros assez connu, cette boîte aux US. Je me demande si c'était pas Dropbox qui envoyait des cafés. Ils faisaient des cafés démos. Et du coup, dès que vous bookiez une démo, il y avait un café qui arrivait au bureau. Donc ça, c'est Drift. Et à la Bible du ABM derrière moi. C'est ça. Un point que je me permettrais d'ajouter, c'est de croire que ça ne touche que le marketing. C'est-à-dire qu'il y a un élément qui est trompeur, c'est qu'on parle d'account-based marketing. On va souvent parler plutôt d'account-based experience, et ce n'est pas pour rien, c'est que ça n'est pas que le marketing. Et ce serait trompeur de croire qu'il suffit de claquer des doigts, de monter une campagne marketing et tout va bien se passer, et que tout le monde n'attendait que ça et que ça va réagir, etc. Il faut réussir à embarquer effectivement les sales dans l'histoire. C'est quelque chose qui se construit ensemble. Le risque, c'est de passer à côté d'informations, de prendre le temps de comprendre l'acheteur qui est en face, de vouloir faire un copier-coller et de croire que ça marchera pour tout le monde. Je parle principalement en one-to-one. Si on est sur des approches extrêmement ambitieuses pour l'entreprise, le luxe qu'on va prendre, le temps qu'on va prendre pour comprendre qui on a en face, qui achète, comment ça fonctionne, qu'est-ce qui plaît, qu'est-ce qui ne plaît pas, tout ce qu'on peut glaner comme information, c'est autant de temps gagné sur la suite. Et de ne pas faire de copier-coller. Si je peux réagir à ta réflexion, Caroline, il y a un aspect très important dans l'ABM, c'est aussi le timing. C'est de l'outbound, donc généralement le timing n'est pas idéal, et c'est toujours très utile de refaire une passe de targeting sur l'événement critique. Voilà. Quel est, sur cette liste de 50 ou 100 boîtes que j'ai sélectionnées, l'événement critique qui va être vraiment déclencheur d'une pertinence commerciale et d'un moment où on ne va pas déranger son client, mais surtout lui dire, voilà, il se passe pour toi un enjeu majeur, tu en es conscient maintenant, et on peut commencer un dialogue qui est pertinent. Tout à fait. Pour réagir à ce que tu dis, du coup, cet élément critique, comment tu le détectes? Par exemple, une boîte comme Juliette n'est pas là, mais Spendesk va dire un churn au niveau d'un poste. Est-ce que vous avez des petits outils un peu pépites à nous partager pour justement capter ce momentum? Il y en a plusieurs, il y en a plein. On parlait de churn, on parle de nomination, évidemment. Ça va être un moment clé où on peut effectivement se dire au bout de X, par exemple 1 ou 2 mois, on peut déclencher une action. Après, c'est plutôt de l'information très fine que l'on va récolter. C'est pour ça qu'on parlait d'alignement commerce-marketing. C'est un faisceau d'informations que l'on va récolter parce que l'on s'intéresse à ce qui se passe sur le terrain, les retours terrain, parce qu'on s'intéresse à l'actualité du groupe, et on a un faisceau d'indicateurs qui vont nous laisser à penser que c'est le bon moment de parler de cette thématique
à ce compte-là. Donc, il n'y a pas il peut pour certaines choses effectivement y avoir un élément qui se répète et qui est le seul et unique, mais sinon c'est plutôt un faisceau d'éléments, un faisceau d'indices. Et ne pas oublier que la donnée est vivante et que c'est pas parce qu'on a récolté à un moment T énormément d'informations sur l'entreprise que l'entreprise s'arrête, que plus personne ne bouge et qu'il ne se passe plus rien. On est sur des cycles de vente, on l'a dit, assez longs. Donc c'est la veille intelligence commerciale, elle se fait tout le temps pour être sûr qu'on ne passe pas à côté d'une information cruciale. Il y a l'équipe de Drop Contact derrière, je sais qu'ils permettent de... il y a des petits outils quand même qui permettent de capter. Donc intéressant, et je voulais voir si vous en aviez d'autres, parce que c'est vrai que dans la vie d'un marketeur, les outils, ça dépanne pas mal. En tout cas, merci beaucoup. C'est sûr. Merci. Voilà, on vous remercie en tout cas pour votre attention. On espère que ça a été utile pour vous.